Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans ce contexte, réponse A, je passe. Réponse B, je klaxonne et je passe. Réponse C, je m'arrête. Alors ici, tu vois, j'aime beaucoup cette question, elle est très intéressante. Donc là, on se retrouve sur une rue à double sens. Et on a en face de nous un camion qui est stationné en fait sur la chaussée, qui prend la moitié de la chaussée, et donc un artisan qui a l'air de monter dans son camion. En face de nous, on a une voiture noire qui s'approche de nous. Donc dans ce contexte-là, vous remarquez bien que ça va être compliqué de passer. Parce que si je passe, il va falloir que je morde sur la chaussée en sens inverse. D'accord ? Et je risque de percuter donc la voiture noire. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on est en agglomération, donc il faut que je laisse en plus de ça 1 mètre d'écart de sécurité entre mon véhicule et le piéton qui est donc un usager vulnérable. Donc ici, il va falloir que je m'arrête, tout simplement. Donc je vais pas pouvoir passer. Encore moins klaxonner, il est interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger immédiat, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ce que je fais, je m'arrête, j'attends soit que le véhicule démarre, donc le camion, soit que le véhicule noir en face de moi m'est définitivement croisé. Donc ici, la bonne réponse, et la réponse, c'est je m'arrête. Question numéro 2. Durant la période hivernale, je dois équiper mon véhicule ou posséder un dispositif antidérapant. Oui, réponse A, non, réponse B. Les pneus neige ou hiver doivent être montés sur toutes les roues. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le panneau que tu vois à droite, c'est un panneau d'entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, là, normalement, 2 questions viennent à toi. C'est qu'est-ce que ces équipements et qu'est-ce que la période hivernale ? Alors, il faut que tu saches que la période donc hivernale, elle va du 1er novembre au 31 mars. Donc ça veut dire qu'il est obligé d'équiper son véhicule de dispositifs antidérapants entre le 1er novembre et le 31 mars, seulement dans 34 départements. Alors, maintenant, qu'est-ce que sont ces équipements obligatoires ? Ces équipements obligatoires sont des dispositifs antidérapants. Alors, ça nous amène pas très loin. Donc, c'est quoi des dispositifs antidérapants ? Alors, il existe 2 types de dispositifs antidérapants. Vous avez les dispositifs antidérapants amovibles et vous avez les dispositifs antidérapants qu'on appelle les pneus hiver. Alors, concernant les dispositifs antidérapants amovibles, alors, vous avez tout d'abord les chaînes métalliques. Ensuite, vous avez également ce qu'on appelle les chaussettes. C'est comme des chaînes, mais en textile, en matière textile. Concernant maintenant
les pneus hiver. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par pneus hiver? Les pneus hiver, ça va être les pneus qui ont le petit symbole 3PMSF. Ça veut dire Tree Peak Mountain Snowflake. Donc, pour être considérés comme pneus hiver, ces pneus doivent avoir cette appellation, donc être estampillés par ce petit logo 3PMSF. Bon à savoir, vous devez équiper vos pneus hiver sur toutes les roues de votre véhicule, qu'elles soient motrices ou non. Donc, pour répondre à la question, durant la période hivernale, je dois équiper mon véhicule ou posséder un dispositif antidérapant. La bonne réponse est la réponse A. Les pneus neige doivent être montés sur toutes les roues. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 3. Au passage piéton, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, devant nous, on a un passage piéton qui n'est pas régulé par une signalisation lumineuse. On a deux piétons à droite qui attendent au passage piéton, donc qui veulent traverser la rue. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette situation, étant donné que le passage piéton n'est pas régulé par une signalisation lumineuse, les piétons sont prioritaires. Donc, on doit les laisser passer. Sinon, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité. Refus de priorité, c'est 135 € d'amende, 6 points en moins. Donc la bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 4. Je tourne à droite. J'ai la priorité sur le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a affaire à une intersection qui n'est pas gérée par une signalisation. Donc, lorsqu'une intersection n'est pas gérée par une signalisation, c'est la priorité à droite qui prime. Là, regardez la petite animation. Donc, nous, on est la voiture rouge. Donc, à notre gauche, la voiture blanche. Si vous vous mettez du point de vue de la voiture blanche, imaginez que vous conduisez la voiture blanche, vous nous voyez à droite. Donc, je laisse la priorité aux gens qui viennent de droite. Donc, dans ce cas-là, c'est à nous de passer avant la voiture blanche. La voiture blanche doit nous céder le passage. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 5. Ce symbole indique un parking réservé au tramway. Oui, réponse A. Non, réponse B. Situé généralement en périphérie des villes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce nouveau type de parking ont été créés justement en périphérie des villes, en général au début des lignes de tramway et de bus, pour que les usagers puissent se rendre en centre-ville, en transport en commun. Alors, le P plus R, c'est pas pour parking relais, c'est pour park and ride. Alors, ce ne sont pas des parkings spécifiquement réservés aux usagers des tramways. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 6. Ce panneau indique, réponse A, un endroit fréquenté par les enfants. Réponse B, un passage piéton.
Alors, ce panneau indique bien un endroit fréquenté par les enfants. Alors, ce panneau-là, souvent, vous le confondez avec ce panneau. Ce panneau qui est également un panneau de danger, mais qui indique un passage piéton. Alors, c'est même un peu plus complexe parce que vous avez ce pendant. Alors, le pendant de ce panneau, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un panneau d'indication qui indique un passage piéton et qui a une signification différente du panneau de danger. Et je vous conseille de bien connaître cette différence parce qu'il y a beaucoup de questions sur ces panneaux. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 7. Je tourne à gauche tout comme le véhicule en face. Je le croise en le contournant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le croise en lui faisant face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tu dois savoir qu'il y a deux types de croisements. Il y a ce qu'on appelle le croisement en contournement et le croisement à l'indonésienne. Alors, en général, dans la plupart des cas, on va se croiser en se contournant. Donc, comme le montre la petite animation. Mais parfois, lorsque le marquage au sol l'indique, il va falloir tourner en se faisant face. C'est ce qu'on appelle le croisement à l'indonésienne. Donc ici, dans notre cas, il n'y a pas de marquage au sol qui indique un croisement à l'indonésienne. Alors, je croise par contournement. La bonne réponse ici sont les réponses A et D. Question numéro 8. Le système ISOFIX est la seule manière de sécuriser un siège enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les sièges enfants sont conçus pour tous les enfants. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, concernant la réglementation des sièges enfants, sachez qu'il y a deux manières de sécuriser un enfant. Tout d'abord, avec la ceinture de sécurité. L'autre manière, c'est le système ISOFIX. Alors, ensuite la question, les sièges enfants sont conçus pour tous les enfants. Alors, il faut bien savoir qu'il y a une réglementation, une homologation pour les sièges enfants. Alors, aujourd'hui, on a deux homologations. La R44 et la R129. La R44, c'est l'ancienne homologation. Elle va classifier les sièges selon l'âge et le poids des enfants. Ensuite, vous avez la nouvelle réglementation, la R129, qui, elle, va classifier les sièges selon la taille des enfants. Voilà. Donc, à la question, les sièges enfants sont conçus pour tous les enfants? Bah non. La réponse est non. Ça dépend de leur taille, de leur poids ou de leur âge. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 9. Dans un tunnel, la distance de sécurité est de réponse A, 2 diodes bleues, réponse B, 3 diodes bleues.
Pour des raisons de sécurité incendie, la distance de sécurité dans un tunnel entre deux véhicules à moteur est de 2 diodes bleues. La bonne réponse est donc la réponse A. Question numéro 10. Cet automobiliste va s'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'automobiliste a vu le vélo. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, comme vous le voyez, on a un cycliste qui est sur sa bande cyclable. Et au loin, on a une voiture qui sort de qui a mis son clignotant pour sortir de sa place de parking. Donc on a tout à penser que le véhicule souhaite aller sur la voie. Est-ce que l'automobiliste a vu le vélo? Alors, lorsqu'on regarde l'animation, on peut voir qu'effectivement le champ de vision de l'automobiliste est gêné par un obstacle qui sont les autres voitures qui sont garées devant lui. Donc très peu de chances que cet automobiliste ait pu voir le vélo. Donc ici, est-ce que l'automobiliste va s'engager? La réponse est la réponse A. L'automobiliste a vu le vélo? La bonne réponse est la réponse D. Question numéro 11. Avant d'installer un enfant dans son siège, je retire son blouson. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, effectivement, il faut retirer le blouson des enfants qu'on installe dans un siège bébé pour deux raisons. Une, raison de sécurité, parce que parfois les blousons sont un peu trop gros et donc les ceintures de sécurité sont mal attachées. Aussi, pour des raisons de température, c'est-à-dire que le siège bébé lui-même, de par sa composition, va faire augmenter la température. Donc ici, pour ces deux raisons, avant d'installer un enfant dans son siège, on retire son blouson. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Je peux utiliser A. Mes feux de route, B. Mes feux de croisement. Alors, ici, on roule de nuit dans une chaussée éclairée, hors agglomération. Donc, j'utilise mes feux de croisement. Je n'ai pas le droit d'utiliser mes feux de route. La bonne réponse est la réponse B. Encore une fois, ce type de question, c'est vraiment du cours. Donc, si vous vous êtes trompé, il faut absolument que vous révisiez votre cours. On a mis en place une formation pour vous. Donc, formez-vous. Formez-vous parce que ce type de question revient très souvent dans les nouveaux examens du code de la route. Surtout qu'on a mis en place donc une plateforme pédagogique, donc une formation qui vous permet de vous aider à passer le code. Il y en a pour tous les budgets. Ça commence à 9,90 €. Donc, regardez ce que va vous coûter le fait de rater le code. Il me semble que c'est 30 € à chaque fois que vous passez l'examen. Et le fait d'être formé. Je veux dire, il n'y a pas photo. En plus, vous allez avoir toutes les fiches pédagogiques, toutes les vidéos, tous les examens blancs issus de la nouvelle réforme. Donc, n'hésitez pas à aller dans la formation en lien dans la description si vous voulez être tranquille et passer le code tranquillement. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €.
Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 13. Cet appareil est réponse A, un éthylotest, réponse B, un éthylomètre. Un éthylotest permet de mesurer l'alcoolémie. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ce que tu vois sur la photo, c'est ce qu'on appelle un éthylomètre. À ne pas confondre avec des éthylotests, qu'ils soient chimiques ou électroniques. Alors, c'est quoi la différence entre un éthylotest et un éthylomètre ? L'éthylomètre, d'accord, déjà, il n'y a que les forces de l'ordre qui le détiennent. Tu pourras jamais acheter un éthylomètre, toi, tout seul, dans ton coin. C'est pas possible. Également, cet éthylomètre permet de mesurer l'alcoolémie. Alors qu'un éthylotest, qu'il soit chimique ou même électronique, ne permet pas de mesurer de manière exacte. Il permet de dépister l'alcoolémie. D'ailleurs, c'est pour ça que quand la police fait des contrôles d'alcoolémie, ils commencent déjà par un éthylotest, qu'il soit chimique ou électronique, et ensuite, si le test est positif, qu'est-ce qu'ils font ? Ils te font passer à l'éthylomètre. Pourquoi ? Parce que l'éthylomètre, c'est un appareil légal, qui s'est utilisé pour des procédures légales auxquelles il y a une procédure judiciaire. Et cet appareil, il est contrôlé lui-même. Cet appareil est lui-même contrôlé de manière régulière. Il a un carnet métrologique. D'ailleurs, tu peux voir sur cet appareil qui a marqué « Vérifié le 13 septembre 2016 ». Voilà. Et validité le 12 septembre 2017. Il a une validité d'1 an. Donc ici, pour répondre à la question, cet appareil est un éthylomètre. Et un éthylotest permet de mesurer l'alcoolémie ? Non. Il ne permet pas de mesurer l'alcoolémie. L'éthylotest permet de dépister l'alcoolémie. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 14. Sur le trottoir de droite, je peux stationner ? Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, attention, le trottoir, c'est réservé aux piétons. Ce n'est pas réservé aux voitures. Il est strictement interdit pour les voitures d'aller sur le trottoir. Donc interdit de stationner et interdit de s'arrêter. Les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 15. Le refus de priorité piéton constitue une infraction ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Est sanctionné d'une perte de 6 points. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, refuser la priorité à un piéton constitue donc une infraction. Elle est sanctionnée d'une contravention de classe 4, c'est-à-dire une perte de 6 points et une amende de 135 €. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 16. Dans cette situation, je suis. Réponse A, dans une issue de secours. Réponse B, dans une niche de sécurité. Alors, question très intéressante parce que dans la plupart des cas, vous avez très peu d'informations sur ce qu'il y a dans un tunnel. Alors, il faut savoir, c'est que quand on est dans un tunnel, il peut se passer plein de choses. Notre voiture, elle peut tomber en panne. Il peut aussi y avoir, je sais pas, un voyant rouge qui s'allume. Il peut y avoir aussi, votre voiture peut prendre feu, par exemple. Ou peut avoir un dégagement de fumée. Et dans ce cas-là, il va falloir s'arrêter dans un endroit qui est consacré. Alors pour ça, vous allez voir, vous allez avoir ce qu'on appelle des niches de sécurité. Ces niches de sécurité, elles seront indiquées par ces panneaux-là. Donc c'est les panneaux d'emplacement d'arrêt d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une niche de sécurité ? En général, il y a deux choses. Vous avez des extincteurs et vous avez un poste d'appel. Attention, c'est pas un poste téléphonique, c'est pas une cabine téléphonique, c'est un poste d'appel d'urgence. Hein. Donc lorsque vous décrochez le téléphone, vous êtes directement mis en relation avec un agent de sécurité. Alors, ne pas confondre niche de sécurité et issue de secours. Une niche de sécurité, c'est une niche. Il n'y a pas d'issue de secours dans la niche. Une issue de secours, en fait, elle vous permet de sortir du tunnel. Donc à l'intérieur de l'issue de secours, il n'y aura pas de poste, il n'y aura pas d'extincteur. Hein, ce sera des tunnels qui vous amèneront à l'extérieur. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 17. Dans cette situation, le véhicule blanc doit principalement contrôler. Réponse A, son rétroviseur intérieur. Réponse B, son angle mort gauche. Alors, pour répondre à cette question, tu dois d'abord connaître deux notions, celui du champ visuel et celui de l'angle mort. Alors, le champ visuel, c'est quoi ? Le champ visuel, c'est la portion de l'espace que tu vois avec tes yeux. En général, pour un être humain, le champ de vision binoculaire est d'à peu près 120 degrés. Un angle mort, c'est quoi ? L'angle mort, c'est la portion de l'espace que tu ne peux pas voir. Soit parce qu'il est hors de ton champ de vision, soit parce que ton champ de vision est obstrué par un obstacle. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans un véhicule, quand tu es dans un véhicule, d'abord tu auras ton champ de vision avant, ce que tu vois avec les yeux. Ensuite, tu vois autre chose aussi avec les yeux grâce au miroir, c'est-à-dire grâce au rétroviseur intérieur et extérieur. Grâce au rétroviseur intérieur, tu vois cette portion de l'espace. Et grâce au rétroviseur extérieur, tu vois cette portion de l'espace. Alors, tu verras bien ici que y a deux portions de l'espace que tu ne peux pas voir, à gauche et à droite. C'est ce qu'on appelle les angles morts gauche et les angles morts droit. Alors, il y a aussi d'autres angles morts un peu moins connus.
tu vois, dans ta voiture, il y a des montants. Et ben, ces montants constituent un obstacle et donc vont obstruer ton champ de vision. Ils vont donc matérialiser des angles morts. Et aussi, tu vois, à l'arrière du véhicule, il y aura, tu vois, il y a 2 petits points, en fait, qui ne sont pas couverts par les rétroviseurs. Bah, ça aussi, ça constitue des angles morts. Hein, je peux t'assurer qu'ici, s'il y a un vélo ou un tout petit scooter, selon le réglage de tes rétroviseurs extérieurs, eh ben, tu ne le verras pas. Pour répondre à la question, la moto est située ici. Donc la moto, dans cette situation, elle est située sur l'angle mort gauche du véhicule blanc. Donc, pour répondre à la question, le véhicule blanc doit principalement contrôler son angle mort gauche, car de toute façon, sur son rétroviseur intérieur, il ne le voit pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire le champ de vision n'est pas de 120 degrés, il est de 180 degrés, je l'ai vu dans une autre application. Alors, le champ de vision binoculaire, c'est-à-dire le champ de vision que tu vois avec tes 2 yeux, est bien de 120 degrés. Hein, vous pouvez ouvrir un livre de médecine, vous pouvez appeler votre ophtalmologue et lui demander. Vous pouvez tout simplement aller sur Internet ou même faire l'expérience chez vous. Mettez-vous à l'arrêt, regardez un point fixe devant vous et vous verrez très bien que votre champ de vision n'est pas de 180 degrés. Vous ne voyez pas ce qu'il y a au niveau de vos épaules. Et c'est normal, vous n'êtes pas un hibou. Bon, après, c'est pas très important, c'est des petits détails techniques, mais scientifiquement, le champ visuel est de 120 degrés, champ visuel binoculaire, à l'arrêt. Question numéro 18. Je m'engage sur une intersection sans signalisation. Réponse A. Je dois céder la priorité au véhicule à ma droite. Réponse B. Le véhicule à ma droite doit me céder la priorité. Alors, ici, on s'engage sur une intersection sans signalisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? La règle, c'est la priorité à droite. Donc, ici, je dois céder la priorité au véhicule à ma droite. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 19. Au volant, téléphoner avec un système intégré est interdit ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dangereux ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour ceux qui découvrent le code de la route, la réponse va vous paraître étrange. Effectivement, elle est très étrange. Est-ce qu'il est interdit de téléphoner au volant avec un système intégré au véhicule ? Eh bien non. C'est pas interdit, c'est autorisé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, moi aussi je trouve ça très étrange. Mais effectivement, ce n'est pas interdit. Par contre, est-ce que c'est dangereux ? Bah oui, c'est même très dangereux. C'est quasiment la même chose que d'avoir un écouteur ou un téléphone à la main. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 20. La prochaine aire d'autoroute est équipée d'une station essence. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'un hôtel. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, comme le montre le panneau, tu auras deux choses dans cette aire d'autoroute. Tout d'abord, une station essence ou poste de distribution de carburant et également un débit de boissons. Par contre, il n'y aura pas d'hôtel parce que le panneau d'indication de service qui t'indique qu'il y a un hôtel, c'est celui-ci. Donc ici, il n'y en a pas, donc il n'y aura pas d'hôtel. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 21. L'utilisation du téléphone au volant est responsable de réponse A, 10% des accidents, réponse B, 30% des accidents. Est puni par un retrait de réponse C, 3 points, réponse D, 4 points. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans l'information, l'utilisation du téléphone est responsable de 10% des accidents de la route. Également, l'usage du téléphone au volant, c'est une infraction de classe 4. Et vous encourez donc un retrait de 3 points et 135 € d'amende. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 22. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Je propose de l'eau aux blessés pour les hydrater. Oui, réponse A. Non, réponse B. En premier lieu, je contacte les secours afin d'être secouru rapidement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à savoir qu'il ne faut jamais donner ni d'eau ni de nourriture à un blessé qui vient d'avoir un accident. Il ne faut jamais faire ça. Autre chose, lorsque on est témoin d'un accident avec dommages corporels, on doit utiliser la règle du PAS. Donc, protéger, alerter, secourir. Donc, avant d'appeler les secours, on protège. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 23. Dans cette situation, je dois céder le passage au cycliste avant de tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur un carrefour à sens giratoire et on souhaite quitter le carrefour et tourner à droite.
Alors, cependant, si vous remarquez bien, il y a un cycliste sur une voie vélo. La voie vélo est une voie réservée. Et cette voie est réservée aux vélos, pas aux voitures. Donc si on doit couper une voie réservée, on doit bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'usager dans cette voie. S'il y a un usager dans cette voie, il a alors la priorité. Ici, la bonne réponse est la réponse A. Je dois céder le passage au cycliste avant de tourner. Question numéro 24. Ce véhicule transporte principalement. Réponse A. Des enfants. Réponse B. Des PMR, personnes à mobilité réduite. Réponse C. Des personnes âgées. Alors, le panneau que tu vois sur le pare-brise arrière de ce car indique qu'il transporte des enfants. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Je cède le passage au véhicule à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, réponse C, je contrôle la circulation à gauche. Réponse D, j'accélère. Alors, déjà, première question, je cède le passage au véhicule à droite. Non. Le céder le passage qu'on voit au loin concerne le véhicule de droite. Donc c'est le véhicule de droite qui devra nous céder le passage. Ensuite, dans cette situation, est-ce que je contrôle la circulation à gauche? Oui, bien sûr, parce qu'on va s'insérer sur cette route principale. Est-ce que j'accélère? Également. Là, je roule à 48 km/h. Il va me falloir une vitesse adaptée pour rentrer sur la route principale. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Question numéro 26. L'apparition de douleurs durant la conduite est un signe de fatigue. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, si tu conduis et que tu commences à avoir des douleurs, par exemple, à la nuque, aux jambes, au dos, mais également si tu commences à voir que tu as les paupières lourdes, par exemple, ou que tu as la bouche sèche, ben, tout ça, effectivement, ce sont des signes de fatigue. Donc oui, l'apparition de douleurs est là pour te dire, attention, il faut que je me repose. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. L'indicateur de vitesse est en panne. Je risque une contravention. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, il est interdit de rouler avec un indicateur de vitesse en panne. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Cet appareil est un. Réponse A, éthylotest. Réponse B, éthylomètre. Alors là, c'est vraiment une question de cours.
Donc ici, on a affaire à un éthylotest. Si vous voulez savoir à quoi ressemble un éthylomètre, vous pouvez aller dans la formation. Et vous en saurez beaucoup plus sur les éthylotests, les éthylomètres, qui a le droit d'avoir un éthylomètre, qui a le droit d'avoir un éthylotest, le taux d'alcool autorisé pour les probatoires, pour les non probatoires, le taux d'alcool délictuel, le taux d'alcool contraventionnel. Ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Je marque l'arrêt plus loin que le marquage au sol, car je vais manquer de visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici on est dans une intersection très étroite. Bien sûr, quand je vais arriver au niveau de la ligne blanche du marquage au sol du stop, je vais certes manquer de visibilité, mais je devrais tout de même m'arrêter au niveau du marquage au sol, c'est-à-dire marquer l'arrêt. Hein, je marque l'arrêt toujours au niveau de la ligne. Ensuite, je fais un contrôle physique en me retournant. Et là, de manière précautionneuse, je m'engage dans l'intersection. Mais on doit toujours marquer l'arrêt au stop. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 30. Les deux roues motrices sont plus faciles à percevoir qu'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les deux roues motrices sont plus difficiles à percevoir qu'une voiture. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles sont moins grandes. Regardez ici, dans la petite animation, on voit votre champ de vision dans la voiture, en vert. En rouge, c'est les angles morts. Donc, une moto, par exemple, dans l'angle mort, avant, ne sera pas perceptible, ou alors très mal. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 31. Ce panneau indique, réponse A, un passage piéton, réponse B, un endroit fréquenté par des enfants. Alors ici, c'est quand même un panneau important parce que c'est un panneau que vous confondez souvent avec ce panneau. Alors, le panneau avec les deux enfants qui courent, c'est un panneau de danger qui indique un endroit fréquenté par des enfants. Alors que l'autre panneau indique un passage piéton. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 32. Je circule à 50 km/h. Mon allure est adaptée à la situation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, donc on a un panneau de signalisation qui nous indique que la vitesse est limitée à 50 km/h. Très bien. Par contre, sur le côté gauche, vous voyez, il y a un car dans lequel il y a sûrement des enfants ou des individus qui vont sortir ou traverser la rue.
Donc pour le coup, ici, la vitesse n'est pas adaptée. La bonne réponse ici est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Je dépasse le cycliste en laissant un intervalle de sécurité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, comme tu peux le voir, on a un camion qui est garé à cheval entre la chaussée et le trottoir. Donc là, le cycliste risque de se décaler. Donc, ici, on ne dépassera pas le cycliste, peu importe l'intervalle de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 34. Cette notice me permet A. De connaître le PTAC du véhicule. B. De connaître la pression des pneus. C. De connaître la taille des pneus. Alors, ce document permet de connaître la taille des pneus avant et arrière. Il me permet aussi de connaître la pression des pneus en charge normale et ensuite en charge importante. Et donc, il ne me permet pas de connaître la PTAC du véhicule. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 35. Ne pas marquer l'arrêt à un stop constitue un délit. Oui, réponse A, non, réponse B. Est sanctionné par réponse C, un retrait de 4 points, réponse B, une amende de 135 €. Alors, ne pas marquer l'arrêt à un stop constitue une contravention de classe 4 qui est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Question numéro 36. Je suis en train de secourir cette victime qui est inconsciente. Je dois, réponse A,
vérifier une hémorragie externe. Réponse B, appeler les secours. Réponse C, la mettre en position latérale de sécurité. Réponse D, la déplacer en sécurité sur le trottoir. Alors, dans le cas où on est face à une victime d'un accident de la route qui est inconsciente, quelle est la procédure à mettre en place ? Tout d'abord, il va falloir vérifier si elle ne souffre pas d'une hémorragie externe, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de sang qui coule de son corps. Dans ce cas-là, il faudra donc appliquer une pression à l'endroit de l'hémorragie. Ensuite, il faudra mettre cette personne en position latérale de sécurité. Et enfin, il faudra, si possible, la couvrir avec quelque chose de chaud, parce que toutes les victimes d'accidents souffrent d'hypothermie, c'est-à-dire que leur corps se refroidit. Surtout, ne jamais déplacer une victime inconsciente. Alors, arrivé à cette étape, je suis sûr que beaucoup de gens vont dire mais attends, t'as pas oublié quelque chose là ? Tu t'appelles pas les secours ? Bah non, j'appelle pas les secours. Ah bah pourquoi t'appelles pas les secours ? Parce que ce serait la première chose à faire quand même. Bah non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous allez passer un examen. Et dans cet examen, il y a un programme. Et dans ce programme, il y a des étapes lorsqu'on est protagoniste ou témoin d'un accident de la route. Ce programme, il dit quoi ? Il dit que si vous êtes victime ou témoin d'un accident de la route, il faut respecter ce qu'on appelle le pas. Protéger, alerter, secourir. Et il faut le faire dans l'ordre. D'abord protéger, ensuite alerter, puis secourir. Ici, si tu regardes la question, qu'est-ce qu'on dit ? On dit « je suis en train de secourir ». Donc tu es dans la dernière étape de la procédure. C'est-à-dire que alerter, c'était la deuxième étape, ça c'est déjà fait. Donc là, on est dans secourir, on n'est pas dans alerter. Voilà. Donc, il faut bien connaître son cours parce que sinon, il y a des questions, vous n'allez pas les comprendre. Et même, il y a des questions, en fait, vous allez croire que le moniteur a faux. Vous allez être persuadé qu'il a faux, alors que tout simplement, disons qu'il vous manque des connaissances. D'où l'importance de se former correctement, sinon on ne comprend même pas ses erreurs. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 37. Suite à une défaillance critique lors d'un contrôle technique, je dois effectuer les réparations dans un délai de réponse A, 1 mois, réponse B, 2 mois, réponse C, 3 mois, réponse D, 15 jours. Alors, afin que ça soit plus simple, regardez, ici je vous ai mis un procès-verbal de contrôle technique. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre contrôle technique, le technicien, à la fin de son contrôle, il va vous remettre ce papier qu'on appelle un procès-verbal. Regardez bien l'encart de droite dans ce procès-verbal, c'est indiquer les types de défaillances qu'il a remarquées.
Par exemple, ici, vous voyez, il y a défaillance majeure, défaillance mineure. Et il y a aussi ce qu'on appelle les défaillances critiques. Alors, qu'est-ce qui se passe si votre véhicule a des défaillances critiques ? Si votre véhicule a des défaillances critiques, alors votre véhicule, déjà, il sera immobilisé le même jour à partir de minuit. Vous aurez 2 mois pour effectuer les réparations afin de réaliser une contre-visite. Donc, ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse B. Vous avez 2 mois pour effectuer les réparations. Question numéro 38. Dans un établissement servant de l'alcool, la quantité d'alcool par verre est la même, peu importe le verre et le type d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, en France, les professionnels de la vente d'alcool, c'est-à-dire les bars, les restaurants, ont en fait des verres standardisés. Donc, chaque verre représente 10 grammes d'alcool. Que ce soit un verre de vin, un verre de champagne, un verre de bière, un verre de whisky ou un digestif, peu importe le verre ou la nature de l'alcool, tu auras à l'intérieur 10 grammes d'alcool pur. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an,
en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. J'ai passé ma période probatoire et je roule sur route. Réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Réponse C, je maintiens mon allure. Réponse D, je freine. Alors ici, avant toute chose, avant de savoir si on doit ralentir, freiner, accélérer ou maintenir son allure, ce qu'il faut savoir, c'est connaître la vitesse maximale autorisée. Pour connaître cette vitesse maximale autorisée, il faut d'abord que je sache où je roule. Alors ici, on roule sur route, comme le dit l'énoncé, mais on roule sur une route à chaussée séparée. Donc, comme vous le savez, je vous remets le document de cours concernant les vitesses maximales autorisées. Hors probatoire sur route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc on sait que la vitesse maximale autorisée dans ce contexte est de 110 km/h. Actuellement, on roule à 105 km/h comme le montre le compteur. Alors, il y a une autre chose à voir, c'est que lorsqu'on regarde le rétro, on s'aperçoit qu'une voiture nous dépasse. Dans ce cas-là, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc, il n'y a aucune raison d'accélérer, surtout qu'une voiture nous dépasse. Pourquoi ralentir, vu qu'on est à la bonne vitesse? Freiner ici n'apportera rien à l'affaire. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C. Je maintiens mon allure, je laisse le véhicule derrière moi me dépasser. Question numéro 40. Un CEPC favorable permet de conduire. Réponse A en France. Réponse B à l'étranger. Réponse C à partir de 17 ans et 1 jour. Réponse D pendant 4 mois. Alors, le certificat d'examen du permis de conduire, ou CEPC, vous permet de conduire en France pendant une durée de 4 mois. Il est interdit de rouler avec lorsqu'on a moins de 18 ans et à l'étranger. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.